Bonjour, bonsoir à tous, plutôt ça dépend de quand est-ce que vous regarderez ce brief. Donc il n'y a pas eu de brief entre guillemets ce midi puisque j'étais absent, donc je viens de faire le brief avec les élèves, je en profite pour faire le brief YouTube ce soir. Demain il y aura bien un brief le vendredi normalement bien évidemment. Donc voilà, j'ai vu certains commentaires, pas de brief aujourd'hui, j'étais absent, mais il y en a un quand même, il sort juste le soir parce que je le fais le soir. Du coup aujourd'hui on parle Bitcoin, Ethereum, on se focus sur ces deux-là. On va parler un petit peu des niveaux qu'on pourrait venir chercher. Enfin, on a déjà vu ça hier, hein, on en a parlé, ouais, non, hier. Mais je vais revenir dessus, on va réexpliquer un petit peu tout ça. On va surtout voir la situation court terme. Pour l'instant, on pose aucun bottom, donc on continue cette chasse justement en liquidité. Je ferai un point de vue, enfin un petit point macro vraiment rapide, très rapide. J'ai envie de parler du gold aujourd'hui, qui a une charte plutôt sympa, peut-être du dollar index aussi, pour revenir sur quelques petites choses. Et voilà. Et aussi, n'hésitez pas encore en commentaire à me mettre l'alt que vous voulez voir. Je prends en note, donc je vois beaucoup UOS, etc. Donc je les ferai, vous inquiétez pas. Celles qui reviennent le plus et qui sont le plus likées, etc. Je les ferai. Également, c'est vrai que je le fais jamais, mais n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça aide pour le travail qui est fourni. Donc voilà, je le dis tout le temps en fin de brief, mais en début de brief, bon, c'est peut-être mieux. C'est vrai que certains, des fois, oublient de le faire. Pourtant, aiment le contenu, ça m'arrive aussi, donc voilà, un petit rappel ne fait pas de mal. Alors du coup, Bitcoin, bon, on avait identifié les divergences, rappelez-vous, haussières. Donc une divergence, rappelez-vous, ne veut pas dire que le marché va se retourner. Ça veut simplement dire qu'on entre dans une phase de range et que le marché est en train de ranger pour soit se retourner, soit faire un mouvement de continuation. Donc soit on continue le mouvement baissier. Et donc ici, les divergences se sont confirmées, donc on a bien rangé. Ça, on en parlait, un range. Maintenant, la résolution haussière ou baissière, on ne peut pas savoir. Et si je vous disais ça va résoudre au sud ou ça va résoudre au nord, sans argument derrière, ça serait jouer à la boule de cristal, et c'est pas mon but. Maintenant, on peut apporter des arguments de ça peut résoudre au nord, ça peut résoudre au sud, etc. etc. Le but était simplement d'identifier le range et de se dire ok, j'ai potentiellement mon marché qui essaye de se retourner ou de faire une continuation baissière. Et tout simplement, on avait noté ensemble les niveaux, ici cassure baissière, continuation baissière. Donc ça, si vous avez vu le brief d'hier, vous saviez qu'il fallait regarder le range, la résolution, elle est baissière, donc on continue plus bas. Je vais donc afficher les objectifs de cette sortie de range, tout simplement. Hop, hop, je regarde où est-ce que c'est. On est venu chercher le premier objectif, 56 896 $, et la zone de cette sortie de range, c'est environ les 55 800, 56 896 $. Donc le marché pourrait consolider un petit peu dans cette zone. Pourquoi pas refaire un prochain range, entre guillemets, pour tenter de se retourner ou continuer la baisse, tout simplement. On va regarder à nouveau le momentum. Donc pour le coup, les M se sont reformés ici. Le momentum C est redevenu baissier. Donc les vendeurs ont repris la main exactement. En plus, une divergence baissière pour le coup. Grâce à cette petite mèche, je prends en compte les mèches. Certains diront pourquoi tu prends les mèches. Je prends en compte les mèches. Je prends pas en compte les corps de chandelle sur mes divergences. Mais sinon, si vous prenez... non, ici même pas. Enfin si, en réalité, si. Si. Vu qu'ici le prix monte, il y a quand même la divergence ici, donc il n'y a pas de problème. Donc, il y a même une petite divergence ici, mais quoi qu'il en soit, on voit bien les M. Le momentum chute, le prix monte, divergence. Les vendeurs reprennent le contrôle du mouvement, donc du momentum, enfin de la force du mouvement, pas du mouvement, de la force du mouvement. Donc on en profite pour remettre un mouvement baissier. Aussi un excellent indicateur, ce sont les moyennes mobiles, enfin ici les EMA 9 et 18, bien institutionnelles, qui peuvent indiquer d'une reprise. On a tenté ici, on est devenu bullish entre guillemets sur les biais, mais ça a donné rien, pas de résolution haussière, donc résolution baissière ensuite. Même en 4 heures, c'est une bonne indication, et c'est encore mieux que le 1 heure, plus l'unité de temps va être élevée, mieux c'est. Donc ici en 4 heures, on a toujours les EMA qui sont baissières. Donc pour l'instant, aucun signe de retournement non plus ici, ok. Alors maintenant, on regarde momentum en 1 heure. Je vois aucune divergence apparente. Elle peut se créer, ok, elle est potentielle, donc actuellement, je vais supprimer les précédentes, je vais identifier une divergence potentielle. Est-ce que je peux ouvrir un long, c'est-à-dire un long ou acheter un marché parce que j'ai une divergence potentielle? Non, ce n'est surtout pas suffisant. Ça veut juste dire que ce marché peut se mettre à ralentir un petit peu, à ralentir sa chute si la divergence se confirme et qu'on pourrait entrer dans un range, mais le signal, c'est quand le range connaît la résolution haussière, tout simplement. Par exemple, je vous prends le précédent gros range qu'on avait eu, qui a été celui-ci. Hop, hop, résolution haussière, signalé donné, reprise de tendance. Tant qu'il n'y a pas une phase de range, qu'elle soit plus ou moins longue ou courte, peu importe, le marché n'est pas prêt à se retourner. Par exemple, ici, chute, divergence haussière, le range, tac, tac, cassure haussière, reprise et signal haussier. Ok, bon là il y a la petite mèche, voilà, ils ont chassé tous les stops sous le creux, mais le marché ensuite remonte bien. Ok.
Bah là, c'est pareil. Pour l'instant, oui, il y a un rebond. Est-ce qu'on peut dire que c'est le bottom? Techniquement, non. Est-ce que ça l'est? Peut-être. C'est-à-dire que dans 3 jours, s'il y a le range et qu'il y a la résolution haussière, on se dira oui, ici c'était le bottom. Mais la confirmation, c'est bien le range et la cassure haussière. Donc pour l'instant, est-ce que je vais vous dire ça y est, le Bitcoin, il a fini sa correction, on est prêt à repartir? Techniquement, non. Ok, c'est pour ça qu'il y a des briefs tous les jours pour voir la situation jour le jour, mais pour l'instant, non. Est-ce que je vais vous dire pour autant, ah bah parce qu'il a pas bottom techniquement, il va continuer de chuter? Non plus. On va essayer de trouver des arguments pour se dire, ok, est-ce qu'il y a plus de probabilité de voir ce marché baisser encore, ou quelles seraient les choses à regarder pour se dire, il y a peut-être quelque chose de sympa qui peut se mettre en place et donc potentiellement un bottom ou une poursuite de la chute. Alors, on regarde le momentum en 4 heures, c'est exactement pareil, la divergence potentielle est toujours en train de se créer, c'est-à-dire que si la divergence 4 heures se forme, on pourrait avoir un range et ensuite une structure de retournement ou une poursuite baissière. Nous, ce qu'on veut, c'est le range et ensuite la structure de retournement. Il y a peu de chances d'un coup d'avoir un gros V-bottom. Ça peut arriver, ça peut arriver. Quand il y a un gros pic de liquidation, on peut faire ça. Mais toujours, on revient tester proche du bottom pour après inverser le mouvement. Très très souvent. C'est très rare que d'un coup on fasse tac, hop, on reparte. C'est très 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 rare. Mais on va dire qu'en gros, la bonne opportunité, oui, ça pourrait être sur un mouvement type comme ça. On en chope ici. C'est très bien. Ne vous fiez pas au prix, j'ai juste fait un schéma comme j'aurais pu le faire jusqu'à 0 par exemple. C'était juste un schéma explicatif, ok? Ce que je vais ajouter de plus, c'est que pour l'instant, difficile de dire que oui, ça y est, les boules sont de retour, techniquement non. Est-ce qu'on a une quelconque structure? Non. Du coup, quels sont les niveaux importants et intéressants à surveiller? Vous savez, premier arrêt du mouvement entier, 0,382, qui correspond aux 53 800 $. Pour moi, c'est un niveau qui est extrêmement important. Ce niveau doit tenir, ou en tout cas, on doit le travailler et voir potentiellement un retournement ensuite. On peut mêcher un petit peu dessous, mais on n'est pas censé complètement le défoncer. Là, ça serait un petit peu problématique. Et le prochain objectif serait 50% de retracement. Ce n'est pas un niveau Fibonacci, j'entends souvent 50% de Fibonacci. Non, ça n'a rien à voir avec la suite de Fibonacci. C'est simplement ici 50% de gain. Donc un retracement de moitié qui aussi peut être cohérent. Par exemple, le précédent retracement s'est arrêté à 50%. Si on refait la même chose, objectif à 49 000 $. Bon, on verra ça plus tard. Moi, honnêtement, pour l'instant, je me focus plus sur les 53 000 $. Vous savez pourquoi? Parce que pour moi, c'est l'énorme zone de liquidation et de stop sur les contrats dérivés. Pour moi, ce mouvement baissier est surtout lié aux contrats dérivés. On en parlait, il y aura un nettoyage. On ne peut jamais savoir exactement quand, mais on savait qu'il allait en avoir un, justement grâce au spread, etc. Au spread, ce qui était très haut, les fundings qui commençaient à monter. Donc ça sentait le nettoyage. Et comme vous savez, on en parle depuis plusieurs semaines, quand le nettoyage allait arriver, c'est un peu la zone que j'ai en tête depuis justement le moment où je me suis dit, ok, il y aura un nettoyage, cette zone c'est assez probable qu'on puisse y aller parce qu'il y a beaucoup de stops et de liquidations à venir chercher. Comment je sais ça? Bah simplement en regardant mon spread. Lorsque mon spread était baissier, ça voulait dire qu'on avait un achat spot qui était vraiment massif et monstrueux. Ça, je pourrais peut-être le regarder, non pas ici, mais du coup sur BTC USD Coinbase, le CVD, hop, 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 on regarde ici. Et encore ici, c'est pas tellement flagrant, en tout cas sur Coinbase. Mais je pense que ça peut se voir. Où est-ce que c'était? Voilà, ici les CVD qui montent beaucoup ici. Là, vous voyez, ici, il y a beaucoup de ventes, mais c'est absorbé. C'est-à-dire qu'ici, en gros, ils n'ont pas acheté en market. Ils ont simplement posé leurs ordres d'achat tranquillement. Les gens ont vendu et eux, ils ont filé leurs ordres. Donc là, ça a réaccumulé. Et là, ça a probablement commencé à distribuer. OK? Et là, de ce qu'on voit, d'un point de vue CVD, là, pareil. Là, ça vend toujours. Et pour l'instant, ça, on s'en fiche honnêtement. C'est pas ce qui est le plus intéressant. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu de l'achat spot massif. Parce que ici, le prix est monté massivement avec des spreads négatifs. Ce qui veut dire que vraiment, c'était de l'achat porté par le marché spot. Et donc, pour moi, c'est la zone à laquelle on ne devrait pas toucher normalement. Sous les 50 000, c'est très compliqué de s'y installer. Parce que pour moi, ici, des 30, 40 000 $, je dirais, jusqu'aux 50 000, 52 000 $, 55 000, voire, il y a vraiment eu des achats spot vraiment monstrueux. Ce qui fait que je pense qu'il y a peu de proba et surtout que les gens ont commencé à venir acheter ce marché massivement dans toute cette phase. Donc pourquoi pourquoi on aurait besoin d'aller beaucoup plus bas? Déjà juste le fait de venir chasser les stops sous 53 000, ça y est, c'est plié. 53 003, on y va. Ça y est, c'est plié ensuite.
on aura déclenché beaucoup de stops d'acheteurs et aussi on aura liquidé beaucoup d'acheteurs. Ce que je vais ajouter, c'est pourquoi je parle de ça, parce que le stop d'un acheteur qui saute, ça déclenche un sell market, donc une vente au marché. Cette vente au marché va dans les poches d'un acheteur. Et donc, si des whales ont besoin de beaucoup de liquidité pour acheter ce marché, ils le font généralement là où il y a beaucoup de stops et beaucoup de liquidation pour le faire. C'est pour ça que les bottoms se posent toujours sur des pics de liquidation immenses. Je retire Binance parce que depuis plusieurs mois, ils mentent sur les liquidations, ils ne donnent plus les vrais chiffres. Donc là, je retire les autres exchanges pour avoir un bel affichage, mais ça change rien, hein. C'est juste pour l'affichage, avoir des valeurs non erronées avec l'historique. Et ici, on voit bel et bien que le bottom se pose quand il y a de gros pics de liquidation, parce que ça déclenche des grosses ventes au marché. Donc là, c'est des liquidations acheteuses, hein, c'est pas des shorts, des longs qui se font liquider et des stops qui sautent. Quand on voit l'open interest chuter comme ça, justement, 3 milliards ici de chute d'open interest, les bottoms arrivent ici parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font liquider. Même exemple ici, où là, on a eu quasiment le bottom, on est venu juste chasser un petit peu en dessous, et là, pareil, grosse liquidation, et hop, ici, open interest qui chute énormément, Beaucoup de stops, de liquidation qui sautent, donc ça permet d'acheter justement à un bon prix, de récupérer un paquet de liquidités. Donc là, c'est pareil. Pour moi, vu que c'est un mouvement qui est beaucoup drivé par justement la chasse aux acheteurs de contrats dérivés, ce que j'attends en fait pour me dire ok, le bottom est présent, en termes d'order flow, c'est un mouvement assez brutal qui liquide pas mal. Donc je veux revoir des pics de liquidation assez conséquents, chose que je n'ai pas eu depuis quelques temps. Et là, on n'a toujours pas de pic de liquidation, même sur des unités de temps plus faibles. Vraiment, c'est minime, c'est pas encore la liquidation du siècle. Et pour moi, tant que ça n'arrive pas, je pense pas sincèrement qu'on aura un bottom. Donc je m'attends en gros à un mouvement violent, donc simple. Soit un retournement de marché, donc ce qu'on a vu, le range, le marché se retourne, hop, c'est bon, le bottom est posé, on repart au nord. Ou alors, si justement on n'arrive toujours pas à poser un bottom comme ça, je m'attends à un mouvement brutal qui permettra de chercher justement des liquidations assez importantes et des stops assez intéressants pour que des gros puissent acheter ce marché. Donc, court terme, jusqu'à preuve du contraire, pardon, ça reste bearish. Moyen long terme, ça reste haussier. Quand on passe en weekly, le moyen terme, c'est haussier. Mensuel, le long terme, c'est haussier. Dans un monde où, c'est ce que je disais aux élèves tout à l'heure, et là je vais pouvoir rebondir sur la macroéconomie, dans un monde où on dévalue beaucoup la monnaie, donc quand je parle du dollar index, le dollar index, il y a aussi une mécompréhension là-dessus, le dollar index ne vous donne pas la valeur de la monnaie. Le dollar index vous donne juste la valeur du dollar contre les autres monnaies. C'est-à-dire qu'actuellement, le dollar surperforme l'euro, le GBP, donc le livre sterling, surperforme toutes les autres monnaies probablement. Mais c'est le dollar qui est le plus fort contre ces monnaies-là. Mais la dévaluation monétaire est bien réelle. C'est-à-dire que votre argent, votre billet d'1 $ ou votre pièce d'1 € vous offre de moins en moins de biens et de services sur le long terme. C'est-à-dire qu'avec 1 €, vous faites beaucoup moins de choses, enfin vous ferez beaucoup moins de choses dans 10 ans, très très probablement si on poursuit dans cette dévaluation monétaire, ce qu'on appelle simplement l'inflation, ok, vous perdrez tout simplement, enfin, vous allez perdre du pouvoir d'achat, c'est ça l'inflation, quand on perd du pouvoir d'achat. Ça veut juste dire ça. Et donc la monnaie qui, entre guillemets, est la plus forte, et encore c'est un grand mot, mais la monnaie qui est la plus forte contre les autres monnaies, c'est donc bien évidemment le dollar qui est plus fort que l'euro, le GBP, etc. C'est-à-dire qu'actuellement, ceux qui sont en USDT, à la revente, quand vous allez récupérer des euros, vous aurez plus d'euros. Parce que le dollar prend de la valeur contre l'euro depuis le mois de mai et il a pris environ 7,83%. Ok ? Ça veut juste dire ça. Donc par exemple, si vous avez des euros et que vous pouvez les convertir en dollars, admettons, si vous estimez que c'est intéressant de le faire, pourquoi pas ? Pour moi, le signal il a été donné vraiment tôt, sur les 83 environ. On est dit à 87, donc on est un peu loin. Mais voilà, il y en a certains qui se hedgent en gros avec les monnaies fiduciaires. Donc quand je vois l'euro qui devient faible contre le dollar, bah, je peux switcher sur du dollar, par exemple. Ok ? Et donc le dollar index montre bien cette force qu'a le dollar contre l'euro. Mais n'oubliez pas que le bitcoin peut être considéré comme une monnaie, celle qu'il y a au Salvador et dans d'autres pays. Donc le bitcoin rentre dans cette compétition. C'est-à-dire que le bitcoin, on peut le mettre pas au même rang que l'USD et l'euro en termes de capitalisation, etc., etc. Mais techniquement, le bitcoin est un concurrent du dollar, est un concurrent de l'euro, est un concurrent du GBP, et ce GBP est un concurrent de l'euro, qui l'euro est un concurrent du dollar, et le bitcoin est un concurrent du dollar. Vous comprenez là où je veux en venir. Ce sont des concurrents maintenant. Okay. Et on voit que depuis cette dévaluation monétaire, donc depuis justement que ces monnaies fiduciaires ici perdent de la valeur, USD, euro, GBP, etc.,
Quel est l'asset qui vous permet d'augmenter votre pouvoir d'achat? Ce n'est pas le dollar, ce n'est pas l'euro, ce n'est pas le GBP, c'est le Bitcoin. Donc, si on prend sur l'année 2020, depuis justement la grosse impression monétaire qu'on a eue, et donc le début, donc là c'est pas vrai, c'est pas l'indice que je voulais prendre, je vais prendre le bon. Voilà, depuis le début de cette grosse impression monétaire, et donc justement cette baisse de la valeur monétaire entre guillemets, donc c'est-à-dire votre pouvoir d'achat qui baisse avec vos euros, vos dollars, quel est l'asset et quels sont les assets qui ont permis justement d'augmenter le pouvoir d'achat, donc de récupérer plus de fiat pour compenser cette chute du fiat? Donc c'est simple, si vous avez, entre guillemets, 1 euro qui perd de sa valeur, donc en gros, vous avez moins de pouvoir d'achat avec l'euro, ok, mais si vous gagnez des euros, donc c'est-à-dire que si votre compte en euros, il fait ça, vous pouvez justement augmenter votre pouvoir d'achat, tout simplement. Donc quels sont les assets qui ont permis d'augmenter le pouvoir d'achat? Quel type de secteur? Les cryptos, les stocks, le gold, ça commence à se reprendre, c'est pour ça que je vais en parler, et également l'immobilier. Et donc quand je regarde le gold, justement ici, le gold est en train de faire une énorme structure très puissante, W sur premier arrêt, c'est extrêmement puissant. Ici, ça signifie que l'or, tout simplement, est en train de rejoindre, entre guillemets, donc il l'a plus fait de août 2020 jusqu'à mars 2021, mais là, en 2021 et probablement en 2022, l'or va être un bon candidat pour surperformer la dévaluation monétaire. Et quand l'or est bullish, généralement, ça veut dire que l'argent se réfugie, et on voit que les secteurs qui permettent d'augmenter le pouvoir d'achat dans un monde où la dévaluation monétaire est importante, gold, crypto-monnaie, stocks, immobilier, etc., etc. Tout ce qui sert à gagner du cash pour augmenter son pouvoir d'achat. Et donc quand on regarde également le S&P 500 avec sa réelle valeur entre guillemets, donc tout le monde dit oui, le S&P il est en bulle, ça monte, c'est n'importe quoi, pourquoi ça monte? Quand on regarde la réelle valeur, on est tout simplement en train de monter doucement mais sûrement. C'est-à-dire que le S&P 500, si on le représentait en gros comme un indice de valeur refuge, donc par exemple, si demain on achetait notre baguette de pain avec du S&P 500, et ben à holder du S&P 500, vous pourriez acheter plus de baguettes de pain. Tout simplement, ça veut juste dire ça. Ou avoir un pain meilleur, entre guillemets, plus cher. Pourtant, votre S&P, vous ne l'avez pas augmenté, vous avez juste gardé votre S&P, c'est ça que ça veut dire. Alors que, là vraiment, je vais rendre la chose grossière, mais si je mets le dollar index, et là c'est juste pour imager la valeur du dollar, c'est pas réellement comme ça qu'on va la calculer, mais admettons, le gars qui garde que du dollar depuis des années et des années et des années, et ben son dollar, il perd de sa valeur. Donc tandis que le S&P 500 pourrait augmenter votre bague de baguettes de pain, vous pourriez acheter plus de baguettes de pain avec un S&P 500, entre guillemets, là vraiment j'extrapole beaucoup, hein, c'est pour que vous puissiez comprendre, bah tout simplement, avec 1 dollar, vous allez acheter moins de baguettes de pain. Et c'est ce qui traduit justement cette baisse du pouvoir d'achat. Donc dans un monde où la dévaluation monétaire est super énorme, où malheureusement les plus pauvres s'appauvrissent et les plus riches s'enrichissent, bah ici actuellement on est bel et bien... Enfin, ce que je veux dire c'est que comment ces mecs-là, ce que je disais aux élèves, comment ces mecs-là vont faire pour augmenter leur pouvoir d'achat si, en plus de ça, il y a dévaluation monétaire, et si les stocks se pètent la gueule, et si les cryptos se pètent la gueule, et si l'immobilier se pète la gueule, enfin, c'est une crise énorme. Et justement, c'est ce que les gens disent tout le temps, la crise, la crise, la crise, la crise, la crise. Sauf qu'en réalité, que font les plus riches? Les plus riches, ils achètent, puisque ça permet d'augmenter leur pouvoir d'achat. Il suffit de regarder des trucs comme Apple, mais techniquement, qui peut me dire que ça, c'est baissier? C'est complètement bullish. Et quand je regarde Apple, si je veux me dire, est-ce que si j'achète du Apple, je monte mon pouvoir d'achat? Est-ce que mon pouvoir d'achat, il monte ou il baisse? En échangeant des euros, des USD contre du Apple, bah, mon pouvoir d'achat, il monte. Parce que quand on regarde Apple en ayant retiré la dévaluation monétaire, entre guillemets, quand je regarde sa réelle valeur, Apple, il me permet d'augmenter mon pouvoir d'achat. Le Bitcoin, même chose. Est-ce que le dollar et l'euro me permettent d'augmenter mon pouvoir d'achat? Non. Donc, en termes de fondamental, le Bitcoin, tout simplement, est dans sa meilleure période fondamentalement. Donc, est-ce que ça ferait sens d'entrer dans un bear market sur les crypto-monnaies? Et là, ça ne regarde que moi. Actuellement, pour moi, non. Sur les stocks également, est-ce que ça ferait sens? Pour moi, non. Tout simplement. C'est ça que je veux dire, en fait. C'est ça que je veux dire. Et en gros, ce que je vais ajouter également, c'est que court terme bearish, moyen long terme, la macroéconomie actuelle fait que le Bitcoin a de grandes chances de continuer de performer dans un monde aussi où les exchanges, et récemment Crypto.com a dépensé 300 millions juste pour, je sais plus ce qu'ils ont fait, mais je pense que vous l'avez vu, enfin ça va vous revenir et ça va me revenir, mais là je trouve plus, mais en gros 300 millions en marketing,
là où pour moi, la guerre des exchanges, elle commence. Vraiment, la guerre des exchanges, elle commence. Et pourquoi les exchanges se mettraient tout d'un coup à payer des millions et des millions en marketing, que ce soit Bybit, Binance, Crypto.com, etc. au même moment, je pense, et ça n'engage que moi, que ces mecs, donc les exchanges savent que probablement les crypto-monnaies vont connaître une ascension, une grosse médiatisation en 2022, très très probablement. Et du coup, ça commence maintenant via le marketing agressif. Celui qui aura le meilleur marketing, c'est celui qui va justement pouvoir euh, engendrer le plus de clients, en fait. Celui qui va gagner le plus de clients, le plus d'utilisateurs sur son exchange. Et si en 2022, on entre justement dans une phase, donc ça, on s'en fout. Mais si je regarde par exemple Bitcoin ici, sur les 5 dernières années dans tous les pays, on se rend vite compte qu'on est assez faible comparé à 2017. Donc pour moi, la grosse mania crypto, oui, les cryptos, ça se développe, NFT, etc., les gens en entendent parler, PackingSwap, MetaMask, etc., ok. Mais là où je veux en venir réellement, c'est que pour moi, vraiment, la grosse bulle crypto, en tout cas la grosse médiatisation, n'a pas encore commencé. C'est surtout là où je voulais en venir. Et oui, quand on écrit crypto-monnaie ou cryptocurrency, etc., oui, on a connu des sommets. Ça, il n'y a aucun problème. Ok. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, on peut totalement exploser ce qu'on a connu en termes d'intérêt pour les cryptos en mai 2021. Et si les exchanges mettent autant de pognon fin 2021, c'est que probablement ils s'attendent à une année 2022 explosive. Donc ça aussi, pour moi, c'est un argument qui veut dire que long terme, bullish, donc prochain mois, probablement bullish, mais juste pour les prochains jours et prochaines semaines, toujours un nettoyage type contrat dérivé. Ok. Donc je vais m'arrêter ici concernant Bitcoin. Je pense que j'ai fait le gros du travail. Voilà, j'ai un peu exprimé mes idées avec des arguments, etc. Donc est-ce que la chute peut continuer? Techniquement, en tant que je vois aucun signe de retournement, oui, on peut aller s'attaquer à cette zone histoire de faire souffrir un maximum de gens. En termes de liquidation, j'ai les liquidations du Bitcoin qui sont assez massives. Ça, on s'en fout. Alors, mince, je les avais prises, mais est-ce que je les ai zappées? J'avais vu que c'était dans les 50. Alors, ouais, ici 52 000, 51 000, donc ça correspond un petit peu aux zones où il y a de gros pics à venir chercher potentiellement. Donc c'est pour ça que ce sont des zones qui m'intéressent, on va dire, pour poser un bottom. Ensuite, techniquement aussi le premier arrêt, ok. Et donc maintenant, je vais vous parler d'Ethereum, qui pour le coup a rompu sa trendline, ça on en avait parlé, divergence, William qui sort d'état d'enfoncement. Dès qu'il y a tout ça, en gros, ça sentira la correction. Bon, maintenant la correction est là. On avait vu le premier arrêt de ce mouvement qui correspondait aux 4000 $. Donc c'était le premier objectif, on est venu le chercher, on est en train de méchier un petit peu dessus. Ça pourrait s'arrêter là, mais techniquement, j'ai pas l'impression que ce soit encore le cas. Les divergences ont été avalées ici, les M se sont formés. Ouais, il y a eu des divergences baissières derrière. C'est pas top. C'est un peu comme le Bitcoin, hein. Ça suit le Bitcoin de toute façon. Il y a la potentielle divergence aussi en 4 heures, mais c'est trop tôt pour parler de bottom ici pour le moment. Ok. Ça peut développer un bottom et dans les prochaines heures, prochains jours, si on bottom ici, je veux juste te dire que techniquement, c'est pas encore dans la charte. Ok. Donc c'est bien d'être dans le bon sens du vent. En tout cas, ça c'est mon avis. J'aime bien être dans le sens du vent. Maintenant, on regarde ici, hop, le premier arrêt du mouvement entier qui nous intéresse, il est sur les 3658 $. C'est un objectif assez intéressant pour essayer de poser un bottom et de sévèrement poser un bottom. Par exemple, on l'a vu juste avant, mais le gold a parfaitement posé son bottom. Hop, on va passer en weekly, mais juste ici, parfaitement sur le premier arrêt, ok. Donc là, je retourne sur, hop, ici, l'Ethereum. Donc 3600. En termes d'order flow, je vois pas non plus les open interest s'effondrer. Donc ouais, certes ça baisse, mais ça accompagne le prix qui baisse. Donc l'open interest baisse aussi de ce point de vue-là. Hop. Et ce que je veux dire aussi, c'est en termes de ratio long, on est quand même toujours assez élevé. Ça commence à diminuer, donc c'est bien, mais on n'a toujours pas connu de gros pics de liquidation non plus sur Ethereum. Si on est vraiment dans la chasse aux liquidations, etc., enfin, au leverage, etc., pour l'instant, j'ai pas l'impression que la vague de liquidation elle est présente. Donc certes, ça liquide, mais c'est pas encore un truc de fou. Et également, un truc qui m'a marqué aussi, c'est les spreads. C'est surtout les spreads ici, donc ça on s'en fout, c'est les spreads futurs. Peut-être demain j'y viendrai, mais c'est les spreads sur Bybit. Le spread sur Bybit me permet de mesurer en gros le sentiment des traders sur les contrats dérivés. Et j'ai pas l'impression que les traders sur les contrats dérivés soient traumatisés ou soient baissiers. Non.
pour l'instant, les traders qui tradent sur contrat dérivé, vu que le spread sur Bybit est plus haut que Coinbase, qui est mon point de repère, donc un marché spot, ça me montre que pour l'instant, le prix baisse, mais tranquillement, le spread continue de monter. Donc ici, ça veut dire que tranquillement, sur Bybit, les gars restent bullish et continuent d'ouvrir des longues. Bah, c'est ce qui fait qu'on peut continuer d'aller plus bas, hein. Généralement, un marché trouve son bottom quand les spreads sont baissiers. Par exemple, ici. Où là, on a des spreads vraiment bien négatifs, bon bah c'est le bottom. Mais là, pour le coup, oui, ça baisse, donc oui, le sentiment haussier s'estompe et il y a beaucoup de longs qui se font sauter. Mais court terme, il y a encore beaucoup de gars qui essayent encore d'acheter ce marché alors qu'il est en train de chuter. Et quand les gens continuent d'essayer d'acheter en dip, bah, généralement, ça se termine sous forme d'un couteau qui liquide une bonne fois pour toutes. Et là, les mecs sont traumatisés et n'osent plus acheter le marché. C'est ce qui fait qu'on peut remonter tranquillement ensuite. Et là, c'est l'achat spot qui reprend le devant, la demande qui revient sur le spot. Et on n'a pas tout le monde qui vient mettre du levier sur les dérivés. On les a calmés et on les retrouvera plus haut ensuite. Et Ethereum, c'est un peu différent, dans le sens où Ethereum, lui, pour le coup, il arrive bien à s'installer avec des spreads négatifs. Donc c'est-à-dire que Ethereum peut être moins acheté sur la descente, et surtout il peut être un peu plus shorté sur la descente que le Bitcoin. Et là, de ce que je vois également, court terme, malheureusement, ça commence à redevenir un peu positif, mais c'est pas dramatique. J'ai envie de dire que Ethereum, il a peut-être besoin d'être moins nettoyé que le Bitcoin, ok? Donc pour finir, la zone qui m'intéresse sur Ether pour un rebond, enfin pour essayer de poser un bottom, c'est la zone ici des 3600 $, environ, 3600, 3700. En termes d'order flow, voir si on a une corrélation avec la technique, c'est en gros soit sous ce creux ici, sous les 3880, soit sous le creux ici des 3600 $. Pourquoi je vous parle de ça aussi? Quand je passe ici, hop, en daily, on voit que les spreads ont commencé, entre guillemets, à être haussiers, à bien être haussiers à partir ici des 3005. Donc oui, ça a été un petit peu haussier ici, mais rien d'exceptionnel, ça a bien rebaissé, mais là, ça a bien commencé à être haussier à partir d'ici. C'est-à-dire qu'à mon humble avis, pour liquider un maximum d'acheteurs, soit le faire sous ce creux, soit sous ce creux sous les 3200, mais ça me paraîtrait être un mouvement un petit peu trop abusif, alors qu'on a déjà des spreads négatifs. On peut y aller, hein, mais franchement, je trouve que ce serait abusif. Pour moi, pour bien nettoyer sur Ether, c'est environ ici, donc c'est-à-dire légèrement sous les 3600. Donc allez, on fait une petite mèche aux 3006, on va vers les 3005 et ensuite on pose probablement un bottom. En tout cas, c'est l'idée que je me fais actuellement du marché. C'est un peu l'idée que j'ai, donc ça correspond environ à la zone des 53 000 $ pour le Bitcoin. Et donc ça ferait environ du 3006-3005 pour l'Ethereum. Et ensuite, on voit si on peut poser un bottom pour repartir ensuite, une fois qu'on aura liquidé pas mal d'acheteurs. C'est un petit peu ce qu'on avait fait ici, par exemple. Ou si vous regardez, quand est-ce que les spreads ont commencé à être positifs? Ici, là, on identifie tous les stops, donc toutes les zones de creux, enfin tous les creux qu'on a. Donc là, bon ça c'est plus à prendre en compte, ça a déjà été bust. Ici, hop, et on regarde où est-ce qu'il s'est arrêté le marché. Bizarrement, comme par hasard, comme par magie, sous cette zone de creux où il y avait tous les stops, où les gros ont pu acheter tous les stops et toutes les liquidations pour retourner le marché. Bah là c'est pareil, on fait le même travail. Ah, le spread il commence à devenir positif vers ici, donc soit c'est cette zone, soit c'est cette zone, mais franchement cette zone, j'ai envie de dire que ce serait vraiment un nettoyage très méchant. Après on peut le faire, et ce nettoyage très méchant, on peut le faire, mais là franchement, bon je vais la noter, mais je vais noter vraiment ça, le nettoyage méchant quoi, on va dire. Sous les 3002 c'est vraiment méchant comme nettoyage. Je sais pas s'il y a réellement besoin d'aller sous ces 3200 $. Et je dis pas ça parce que j'ai un biais, parce que j'ai de l'Ether ou autre. Honnêtement, que l'Ether il soit à 3002 ou à 2000 $, j'en ai complètement rien à foutre. J'ai aucun biais là-dessus, je vous le dis sincèrement. J'ai aucun biais à me rassurer en me disant non, l'Ether il descendra pas à 3200. C'est juste que ça m'étonnerait qu'on ait besoin de nettoyer aussi bas. Franchement. Après, on peut y aller, hein, mais franchement, pour moi, sous les 3600, ça semble être une évidence, mais sous les 3200, ça me paraît beaucoup moins évident. Est-ce que parce que ça me paraît beaucoup moins évident, ça sera le cas? C'est un peu la question, mais là, c'était vraiment flagrant. Là aussi, c'est flag de venir sous ce creux. Sous ces creux aussi, mais ouais, franchement, ça serait vraiment méchant de la part du marché. À la limite, pourquoi pas sous les 3300, mais vraiment sous les 3002. Ouais, bon, on verra. Le marché est capable de tout, hein, mais vraiment, pour l'instant, je focus sous 3006, 3005, environ 3006, 3005. Je vous dis pas d'acheter ces niveaux, loin de là, attendez des structures de retournement, mais c'est un petit peu en gros la zone qui m'intéresse si jamais il y a un mouvement panique qui se met en place et une cascade de liquidation. Du coup, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À nous rejoindre sur Discord, c'est gratuit. Je vous mets le lien en description, en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école, la meilleure façon de le faire à ce stade du mois, c'est via les paiements en crypto-monnaie. Donc tout est expliqué dans le Discord, dans le salon. Bienvenue. Donc le lien du Discord, je répète, en description et en commentaire.
Si ce brief vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner. Également, si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas, un des professeurs connectés en haut à droite, on vous répondra. Si jamais vous avez fait le paiement en crypto, on vous répondra directement. Si jamais un des profs ne vous répond pas dans l'heure ou dans l'après-midi, n'hésitez pas à envoyer un message à un autre des professeurs. Par exemple, moi j'étais occupé aujourd'hui, je n'ai pas pu répondre à vos messages, je m'en occupe ce soir ou demain midi. Et voilà, donc n'hésitez pas à envoyer un des professeurs, on ne verra pas ça comme du spam, hein, vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème. Quand il y en a un qui n'est pas dispo, bah, c'est le but de plusieurs profs, c'est de se relayer, d'être dispo le plus possible dans une journée. Donc n'hésitez pas, je tiens à le préciser. Bon après, si on ne vous répond pas 15 minutes après, attendez, on va dire une petite heure ou une petite après-midi. Si au bout de 2-3 heures, il n'y a pas de réponse, un petit message à un autre prof, et vous aurez une réponse dans la journée. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend de quand est-ce que vous verrez ce brief. Le prochain, il est bien demain midi, vers midi 13h. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain. Ciao, ciao.